Merci de nous suivre sur ORTM 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre la fraude en milieu scolaire, 18 personnes ont été interpellées par la brigade d'investigation judiciaire. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des actes de fraude lors de la correction des épreuves du DEF de juin 2025. Les faits se sont produits à l'Académie d'enseignement de la rive gauche à Bamako. Les suspects seront présentés au procureur dans les prochains jours. Benoro Fofana et Idrissa Traoré pour les détails. Donnez à César ce qui appartient à César, à Rome ce qui appartient à Rome. Les autorités éducatives ont fait leur cette citation. Ainsi aux meilleurs élèves, les bonnes notes. Malgré les multiples efforts déployés par les autorités de la transition afin d'assainir le secteur de l'éducation, certaines personnes mal intentionnées s'adonnent à des pratiques non souhaitées. Et en bonne sentinelle, la brigade d'investigation judiciaire a procédé à des interpellations au sein de l'Académie d'enseignement rive gauche de Bamako. Il faut retenir que le 19 juin 2025, suite à des renseignements recueillis relatifs à une série de fraudes dans la phase de correction des épreuves du DF session de juin 2025, il a été constaté que des notes ont été falsifiées au niveau du secrétariat de l'Académie d'enseignement rive gauche de Bamako. Aussitôt, des investigations ont été menées par les services compétents en vue de situer les responsabilités. Toute chose qui a permis l'interpellation de 18 enseignants, en grande partie composés de conseillers à l'orientation. Sur les instructions de nos chefs et après avis à M. le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 3, la BIJ a ouvert une enquête. De cette enquête, il est ressorti clairement qu'au niveau de la dite académie, certains candidats ont bel et bien obtenu des faveurs, dont plus de 200, avec la modification de leurs notes par les agents désignés à cet effet. Leur procédé consistait à changer la note initiale obtenue par le candidat jugé faible par une meilleure note très acceptable pour permettre à celui-ci d'être admissible. Cette pratique est sévèrement punie par la loi, et surtout en ce temps-ci où les autorités de la transition sont engagées à faire de l'école malienne un laboratoire de production d'élèves excellents. Il convient de rappeler que ces faits qualifiés de fraude à l'examen sont prévus et punis par l'article 213-2 du Code pénal malien, dont les auteurs seront présentés à M. le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 3 pour qu'ils répondent de leurs actes. Pour le Mali courant et pour un lendemain meilleur au profit de la population, les Maliens sont invités à bannir cette pratique frauduleuse. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA du Mali édition 2025 est lancé. Les épreuves écrites débutent le 6 juillet avec 75 places à pouvoir réparties entre 9 corps. À l'approche de cette étape décisive, candidats et encadreurs intensifient les préparatifs. Ce dossier revient sur les enjeux du concours et la mobilisation autour de cet événement majeur. Il est signé Cheikh Oumar Kamara, Abdul Salam Ouedraogo et Demba Diara. Le concours destiné à renforcer l'administration malienne avec des ressources humaines qualifiées est celui de l'ENA. Un passage obligé donc pour intégrer l'élite de la fonction publique. Dès son lancement, c'est l'effervescence. Les organisateurs s'activent pour une mise en place sans faille, tandis que les candidats affûtent leurs armes pour décrocher leur place. Un défi de taille, mais crucial pour renforcer l'administration malienne avec des cadres compétents et bien formés. Le concours concerne 75 élèves fonctionnaires qui doivent être recrutés pour 9 corps. Le corps des inspecteurs de douane, les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs des affaires économiques, les inspecteurs des impôts, les planificateurs, les conseillers des affaires étrangères, les administrateurs du travail et de la sécurité sociale et les administrateurs civils. Les dossiers déposés sont minutieusement traités par des commissions techniques mises en place à cet effet. Les données saisies à l'informatique, des vérifications minutieuses sont effectuées pour s'assurer que tous les candidats inscrits, aucun n'a été omis. Tout ça, c'est pour maîtriser la situation, éviter des désagréments et des dysfonctionnements par-ci, par-là, ou des zones dites en ce qui concerne le concours de l'ENA. Donc, il y a un chronogramme précis qui est établi par rapport à ça. L'objectif est clair,
permettre aux meilleurs profils d'intégrer cette prestigieuse école. Une tâche exigeante, certes, mais loin d'être irréalisable. C'est pourquoi les candidats redoublent d'efforts pour bien se préparer. Un concours de haut niveau, ce concours est fait pour les élites. N'importe qui ne peut pas vraiment prétendre à faire ce concours-là. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé seulement qu'on doit le faire. Ça demande beaucoup de préparation. Je suis en train de préparer ce concours par des cours préparatoires en formation et avec des documents aussi. Donc, à travers aussi les moteurs de recherche, j'ai fait des recherches. Je suis candidat au concours direct de l'École nationale d'administration pour le corps des inspecteurs des impôts. Certains enseignants organisent des cours préparatoires au concours de l'ENA. Toutefois, la direction de l'école tient à préciser qu'elle n'est aucunement liée à cette pratique. Une position qui vise à préserver la neutralité de l'institution et à prévenir toute tentative de fraude. Pour ce qui est des cours de renforcement des capacités des candidats, par exemple, ça c'est des actions, des activités desquelles nous ne menons pas. Le travail que nous faisons ici, notre philosophie, c'est quoi? C'est le travail bien fait, la transparence, le respect des règles et l'égalité. Donc, pour les concours qui viennent d'être lancés, comme d'habitude, nous respectons ces principes. Donc, tout ce qui peut entacher, porter atteinte au respect de ces règles-là, nous n'entrons pas dans ça. À noter que les premiers concours d'entrée à l'ENA remontent à 2010. Depuis, des centaines de hauts cadres ont intégré l'administration malienne à travers ce processus. Ce 5 juillet, l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré Eni ABT a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours d'excellence interlycée organisé par le club UNESCO de l'établissement. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence scolaire et à encourager une saine émulation entre les lycées participants. Mariam Koulibaly pour le reportage. Le concours d'excellence interlycée a réuni cette année 300 élèves issus d'une soixantaine de lycées du district de Bamako et de la région de Koutchala. À travers ce test, les organisateurs ambitionnent de valoriser le mérite scolaire et de stimuler l'intérêt des jeunes pour les filières scientifiques. Ce concours a été organisé dans le cadre d'aider les élèves à préparer le bac en premier temps et ensuite récompenser et informer les élèves sur les cursus universitaires après le bac. C'est vrai que c'est le club UNESCO qui l'organise, c'est une très bonne chose. Et nous, en tant que recevants qui vont recevoir ces étudiants, futurs étudiants qui sont admis au bac, c'est une belle chose aussi pour préparer de bons candidats au bac. Nous apprécions l'initiative. Ce concours a sans nul doute contribué au renforcement des capacités des élèves dans les domaines des sciences expérimentales, sciences exactes et des sciences, technologies et industries. Les lauréats ont reçu des fournitures scolaires en guise d'encouragement. Je remercie vraiment mes professeurs, surtout mon prof de physique-chimie, M. Khalidou Mariko, ensuite mon école, les organisateurs du concours de l'UNESCO ABT. Vraiment, ça m'a permis de bien me préparer pour le bac. Je me suis bien préparé pour ce concours et je suis lauréat aujourd'hui. Je suis très content. Bon, je remercie aussi le club UNESCO. Ce concours d'excellence est à sa 15e édition. Les organisateurs envisagent de pérenniser cette initiative et de l'étendre aux classes de 10e et de 11e année. Cela afin de toucher un plus grand nombre d'élèves et de renforcer la culture scientifique dès les premières étapes du secondaire. Les forces vives de Kati ont réaffirmé leur engagement humanitaire en organisant une journée de don de sang au sein du concert du siècle de Kati. À travers cette initiative, elles entendent répondre à l'urgence des besoins en sang, en particulier pour soutenir les forces armées maliennes. Reportage Fatoumata Touré et Abdul Salam Ouedraogo. Le don de sang est un geste simple mais qui sauve des milliers de vies. C'est dans cet état d'esprit que les forces vives de Kati ont organisé une journée de don de sang à Kati. Une manière pour les initiateurs qui jouent ici leur partition pour le développement de la santé publique, tout en apportant leur soutien à nos braves soldats. Nous avons encore initié cette journée de don de sang aux femmes. Donc
Après ça aussi, il doit y avoir d'autres activités. Nous devons savoir que les militaires sont nos frères. Les militaires sont nos époux, sont nos parents. Donc ils méritent d'être soutenus parce qu'il s'agit de notre sécurité, il s'agit de la sécurité de nos biens. Donc quitte à nous maintenant de les accompagner à travers des initiatives. Vous savez, pour parler des forces vives là, nous-mêmes au niveau de l'administration, on n'a pas de mots. Chaque semaine, cette force vive amène des actions au profit de la communauté malienne régionale et celle de Kati en particulier. Il y a de cela 2 ou 3 jours seulement, nous étions au niveau de la région militaire de Kati pour aller remettre une somme un peu considérable collatée par les forces vives de Kati à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Cette initiative patriotique est vivement saluée par l'ambassadrice du Tchad. Les habitants de Kati ont répondu à l'appel des forces vives. Pour les forces vives de Kati, j'admire vraiment leur fonctionnement. Donc s'il y a un mot à dire, c'est félicitations d'abord, je les félicite. Surtout la jeunesse de Kati qui se mobilise et toutes les forces vives aussi pour soutenir les actions de nos gouvernants, les actions de nos FAMA pour lesquelles nous prions jour et nuit pour que nos prières les accompagnent parce que c'est grâce à eux. Nous traversons au Sahel des moments très difficiles, mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous vaquons normalement à nos activités. Nous dormons en paix. Le don de ça va à l'endroit des militaires, donc la population civile, tout ce que nous pouvons faire pour donner le courage, l'envie, le goût, la détermination à nos forces de défense et de sécurité. Moi je suis là pour ça, pour donner mon sang. Le don de sang est un geste qui incarne la solidarité humaine. Il y répond à la vision des autorités de la transition qui accordent une grande importance à la santé et au bien-être des citoyens. Et sur un tout autre sujet, au Mali, l'utilisation des sacs vides de ciment comme emballage alimentaire dans les marchés inquiète de plus en plus. Ces sacs contaminés par des résidus chimiques présentent des risques sanitaires importants pour la population tels que des irritations, des troubles digestifs et des infections. Sabine Keita nous en dit plus dans ce reportage. Au Mali, l'usage des sacs de ciment, notamment vides comme emballage alimentaire, pose de graves problèmes de santé publique. Ces sacs, souvent contaminés par des résidus de ciment, peuvent provoquer des irritations cutanées, des problèmes respiratoires et digestifs, ainsi que des risques de maladies infectieuses. Les conséquences sanitaires, c'est au niveau des yeux d'abord. Parce que si c'est des poussières qui sont dans l'environnement en frottant ou en essayant de secouer, c'est des fumées de poussière. Il y a le contact respiratoire. À long terme, ces éléments peuvent provoquer des grémaux, c'est-à-dire des dépôts de cristaux, de poussière, également des cristaux de ces métaux, principalement le cobalt et les autres produits chimiques qu'on a dit au niveau des voies respiratoires, ce qui peut provoquer des brûlures respiratoires, des rhinites. Mais ça, c'est mieux. Mais comme j'ai dit, c'est cancérigène. Le contact cutané, l'usager, c'est-à-dire celui qui vient acheter, on a mis le produit dans le papier. Donc l'aliment est en contact. Il va le cuisiner. Vous voyez. Alors que le ciment est un absorbant. Une fois que c'est un poudre sec, une fois qu'on le met dans une substance liquidienne, vous voyez, donc d'abord il se liquéfie, puis la finition, c'est la concentration. Il se calcifie, il devient dur. Donc, à l'ingestion, même si c'est des traces, c'est déjà humidifié à l'ingestion. Donc, à répétition comme ça et à long terme, on se trouve face à des gastrites. Ces emballages sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. Pendant des années, ça devient des gastrites sous forme de cancer et les autres pathologies. C'est mortel, bien sûr. Une préoccupation particulière concerne l'usage de ces sacs vides pour emballer la viande et d'autres denrées alimentaires, une pratique courante dans certains marchés, notamment à Bamako. C'est les vendeurs des galettes et les bouchers qui sont nos clients. Effectivement, il y a des conséquences étant donné qu'il y a la poussière et il paraît que ça peut donner des maladies. Mais on n'a pas le choix.
Si on pouvait avoir des sacs vides, de lait, ça c'est plus toxique pour moi. Les emballages, si ça contient du ciment, a effectivement des conséquences. Mais nous prenons le soin de bien nettoyer. En plus, on utilise aussi celui du lait. C'est mieux de mettre la viande dans ces emballages de ciment que le plastique. Nous demandons aux autorités s'ils peuvent nous aider avec des emballages adaptés. Il est crucial de sensibiliser la population aux dangers liés à l'utilisation des sacs vides de ciment comme emballage alimentaire et promouvoir des alternatives plus sûres. Et également, quand on dit la population, il s'agit de tout le monde, le vendeur, le client, de chercher d'autres moyens pour pouvoir emballer les aliments afin de minimiser ou sinon afin d'écarter le risque lié à l'usage des papiers. Aussi de porter des gants pour l'usage de ces produits ou aussi avec des vêtements à manches longues. Ceci peut permettre d'éviter les contacts oculaires, cutanés et également les contacts respiratoires. Des mesures réglementaires doivent être mises en place pour interdire l'usage de ces sacs dans le domaine alimentaire et sanctionner les contrevenants. D'éviter ou de refuser d'être servi dans ces papiers. C'est très important parce que le temps de contact avec le papier fait qu'il y aura des réactions chimiques, des échanges entre le contenu et le contenant. Ça, c'est très important. Pas seulement le ciment, mais la composition chimique aussi du papier. Éviter les aliments chauds avec ces papiers. C'est le lieu d'informer et de sensibiliser que l'État doit prendre des mesures afin de limiter ces produits parce que ce n'est pas fait pour usage alimentaire. C'est un produit chimique pour des contenus bien déterminés. Les spécialistes en santé sont unanimes. L'usage des sacs vides de ciment représente un véritable problème aux conséquences potentiellement graves. Une action concertée des autorités, des professionnels de la santé, des commerçants et de la population est indispensable pour éradiquer cette pratique et protéger la santé des citoyens. Voilà, c'est là-dessus que se referme donc cette session d'information. L'édition Kibarou, c'est à suivre juste après moi avec Daouda Koné. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.